Les pistonnés, le rendez-vous des passionnés de Formule 1 et depuis hier, des grands fans de Destruction Derby. Ravi de vous retrouver pour ce débrief du Grand Prix d'Australie. C'était la 3e manche du championnat du monde de Formule 1. Et avec moi, le plateau historique, le plateau classique, celui qu'on aime retrouver tous les lundis. Monsieur Hamza Armani d'un côté, monsieur Brice Germain de l'autre. Comment ça va les gars? Buenos días. Buenos días a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? On met les scoutis. Bien, ¿Cómo estás en la casa? bien, muy bien. Hablamos de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, ¿no? De Fernando, cabrón. Carlos Sainz y la Connery, ¿no? No, Y no. la Ah oui, Connery. c'est- Très, très sévère. Ils Très, n'étaient pas, très ils étaient pas d'accord là-dessus. Je sais pas si on va en parler aujourd'hui. franchement, Genre, on aurait cru une intro d'El Chiringuito aujourd'hui. Non, non, une accro de western. Tic-tac. Mbappé al Real Madrid. Estamos listos. Ça va les gars, vous avez passé un bon week-end? Du Écoute- côté de l'Espagne, j'ai l'impression, de l'Amérique du Sud apparemment. Écoute, on nous a dit qu'il y a 2 semaines, l'intro était pas assez vivante, donc... Tu l'as revu ou pas? Bah ouais, effectivement. Ouais. Oui. c'était un peu, Ça sent le Troxène, et fait quoi Ça manquait de café. Ouais. De café et de café, les gars. On se retrouve, 4e rendez-vous d'un grand week-end. Brice était quand même réveillé à 7h du matin pour commenter une course qui a encore duré 3 heures. C'était sur les antennes de Winamax. Je suis maudit. Je suis maudit. Grand Prix de Monaco 2022, 4 heures de course, Ouais. 2 heures de drapeau rouge. Grand Prix de Singapour, 1 heure de drapeau rouge. On a fait la Belgique ensemble. Ouais, Belgique aussi. J'ai une moyenne- je crois que j'attire les drapeaux rouges. C'est vrai. Donc, écoute, je suis la chemise à carreaux de Jacques Villeneuve, apparemment. C'était quoi? C'était Montréal 2011. Tu sais, cette course qui était allée au bout de. Ah, cette, Montréal course, 2011. cette course, on a tous dû payer fantastique. 10 euros pour prendre Eurosport pour la terminer. Ouais. Je me souviens très bien. Tu ne l'as pas encore commenté, mais je pense que ça arrivera bien sûr dans l'année. Hamza, ça va? La forme? Tout va bien? Ça va. Écoute, Grand Prix matinal, donc ça pique un peu, mais ça va. Ouais. Ouais, bah, t'étais pas habillé au moins, t'étais dans ta couette. Non, on est... J'avoue, j'avais le jogging en dessous. C'est vrai? Ah bon, attends. Oh, j'aurais espéré que tu mettes un porte-jartel, mais ceci ne nous regarde pas. Week-end prochain. Les amis, découvrons un peu les 4 enseignements justement qu'on a retenus pour évoquer ce débrief du Grand Prix d'Australie. On va revenir sur ce chaos, le chaos à l'Albert Park. Est-ce qu'il était évitable ce chaos? On parlera de Mercedes qui a haussé le ton, on parlera de Ferrari qui n'a pas marqué de points, on parlera forcément de l'accrochage Gasly-Ocon qui a mis Alpine KO. Mais il y a des sujets dont on ne parlera pas dans cette émission et donc on va en parler tout de suite, notamment de F2, mon cher Hamza. Oui, parce qu'on a assisté à une belle performance des pilotes français. 2, 3 et 4 en qualification. Forcément, la course sprint, tu pars d'un peu plus loin. Il y a eu des pépins pour certains d'entre eux. Et puis, j'aimerais surtout revenir sur la course principale où on a eu, on va les prendre un par un. Théo Pourchaire, il a fait le travail. Oui. Il était peut-être pas dans la possibilité d'aller chercher Ayumu Iwasa, mais il n'y a pas eu d'erreur, donc il va chercher les gros points, les fameux points intermédiaires que tu aimes tant. Et puis ensuite, il y a Victor Martins. Ce qui est rassurant, ce qui est prometteur plutôt, c'est que lui aussi, il parvient à rester dans le rythme des meilleurs, puisque finalement, le top 4 avec Isaac Hadjar, ils étaient dans ce rythme d'Iwasa, ils étaient sur les 10 premiers tours, enfin jusqu'à la première voiture de sécurité, ils étaient largement devant. Et puis, il va falloir peut-être gommer ces grosses erreurs qui lui coûtent pour l'instant des gros points, mais le jour où il le fera pour un rookie, tu peux penser qu'il pourrait, si ça arrive rapidement, il pourrait même être un candidat pour le titre. Et puis Isaac Hadjar, qui a une monoplace qui est de moins bonne qualité que celle de Martins et Pourchaire, et qui fait vraiment une belle course et qui a été foudroyé par Roy Nissany, quoi. Exactement. C'est regrettable. C'est pas le premier et ce sera pas le dernier à se faire foudroyer par Oui, Roy après, Nissany. C'était un peu la banane de Mario Kart hier sur la course principale. Depuis de des C'est sa années, 5e saison, Roy Nissany. Ah ouais. Je crois que c'est sa 99e ou 100e course. J'ai vu qu'il a fait un seul C'est le podium. deuxième en termes de nombre de courses après Boschung, il me semble. 85 points hors des points. 5 fois. Je veux bien une course de suspension, on le rappelle l'année Ouais, c'est dernière. vrai, t'as raison. Moi, je veux bien que Nissany, mais à un moment, tu payes peut-être cher. Mais Oui, faut moi, pas- encore une enfin, fois, le faut manque être de naïf, talent, hein, il paye. jamais je critiquerai le manque de talent. Rappelez-vous ce qu'on disait sur Mazepin. Bien sûr. Moi, Mazepin a commencé à me poser problème le jour, et on lui a laissé en plus beaucoup de temps, le jour où il devenait un danger pour les autres pilotes et qui ne respectait pas forcément les règles et qu'il était à l'origine d'accrochage et qui mettait en péril la course d'autres pilotes. Là, ça a commencé à devenir un problème. Je me souviens du Portugal. Ça l'a toujours été avec Roy Nissany. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est que moi, à la limite, qu'il soit pas bon, qu'il manque supposément qu'il manque de talent, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu mets en péril la course d'autres, il a fracassé Isaac Hadjar, il lui a ruiné sa course. Il a aussi un accrochage, je crois, avec Cordel à un moment. Et il se plante tout seul dans le mur. Alors, Je sais pas s'il pense qu'il y a un bonus pour se mettre dans le mur,
Mais la manière dont il va... Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez vu la manière dont il se plante dans le mur. Il ouvre le DRS. Et en fait, je ne sais pas, il a peut-être un moment de déconcentration, un moment d'absence. Il passe dans l'herbe, Il passe dans l'herbe, en fait. Il roule dans l'herbe. Donc voilà, va peut-être falloir se pencher aussi sur ce que fait Roy Nissany. J'ai pas l'impression qu'il y ait un gros... Non, il paye, donc il sera là. Hein. Ouais, non, mais même en termes d'image, avec les personnes on a la chance de discuter parfois en F2 ou en F1. Alors, certains ne vont pas forcément le critiquer, mais il n'y a jamais un compliment. Et je vous invite à écouter les radios depuis juste sur les 2 dernières années ou sur les 18 derniers mois. À chaque fois, il y a des critiques d'autres pilotes sur Nissany. Enfin, c'est un peu je vais dire la chèvre, mais dans le mauvais sens, du coup, de ce plateau. Ouais, voilà. Et en vrai, il pose vraiment problème. Et c'est rageant, parce que là, en plus, ça tombe sur Isaac Hadjar. La chèvre, au sens Pierre Richard, bien sûr, du terme. Brice, juste pour boucler sur... Oui, parce qu'il a tout dit. Hein. Sur la F2, et oui, il a à peu près tout dit. Rassuré, j'imagine, par Théo Pourchaire. Je tiens à signaler qu'on va passer la semaine avec les 3, normalement. Oui, rassuré par Théo Pourchaire. En fait, ce qui lui manque à Théo, c'est de la régularité. Hein. Et c'est ce qu'on vise le plus en F2 avec ces formats sprint, feature race, avec ces monocoques qui sont toutes les mêmes. Il faut bien se dire quand même que la F2, c'est un championnat qui est ultra compétitif parce que tout le monde peut mettre des points un peu tout le temps. Donc il faut se sortir des pièges. Et là, en l'occurrence, avec Martins juste derrière, donc un coéquipier qui est très talentueux, avec Hadjar juste derrière aussi, plus devant un Iwasa qui peut s'envoler au championnat, il avait toutes les raisons d'être le plus stressé, ou en tout cas de commettre une erreur mentalement. Théo, le plus de pression, en tout cas. Oui, voilà. Et en fait, au moment où je regarde la course, je me dis, purée, mais ces 18 points-là sont tellement importants à les mettre, parce que ne va pas chercher forcément les 25 à ce moment-là. La Hart, elle sera certainement plus performante que la Dams à d'autres moments. Prends tes 18 points, Théo, c'est le plus important. Laisse Iwasa gagner celle-ci, et derrière, ça va donner de la confiance. Tu vas déjà t'écarter un petit peu de Bochung en championnat, t'écarter de Vesti, tu vas prendre un petit peu cette place qui est la tienne, à savoir 1, 2 et 3 au championnat, et derrière, tu pourras te battre avec un pilote et non pas avec 2, 3 ou 4 et penser tout le temps à tout ça. Il faut se sortir un petit peu de ce peloton au début, et derrière jouer son championnat comme ça. À noter que Iwasa, FFSA Academy, hein, il était formé à la FFSA. Ouais. C'est 4 pilotes formés par la FFSA qui sont aux 4 premières places des qualifications du Grand Prix d'Australie. Donc je sais qu'on va aller voir là, cette semaine à la FFSA, mais faut quand même rappeler l'énorme boulot qui est fait en termes de formation du côté de la France. Et Iwasa, on l'a déjà croisé dans un Wigo. Voilà, c'était l'information, je pense, complémentaire. Parce que nous, on n'avait pas de billet. Sauf qu'on n'avait pas de billet ce jour-là. T'es fier en plus. Et je crois qu'Adjar est le seul pilote à avoir terminé toutes ses courses dans les points, si je dis pas de bêtises. Les features, sur les features, ouais, tout à fait. Peut-être, oui. Parce que et il remonte, hein. C'est un gros. Là, il roule bien. Là, il était 3e au moment, parce qu'il y avait en plus l'arrêt de Martins, il était 3e au moment de l'accrochage. Attention à Isaac, d'ailleurs, ces choses-là arrivent, et il va pas falloir qu'on ait un Tsunoda bis en termes d'énervement, parce qu'il était très énervé, ça se comprend. Ça fait partie de la marge de progression. Est-ce qu'on peut vraiment s'en plaindre? Là, on est en train de faire un débat F2, on déborde déjà sur ce début d'émission. On a quand même commencé cette émission à parler de Roy Nissany, c'est quand même assez fort. On n'en parlera jamais. Est-ce que c'est vraiment un problème que Isaac Hadjar soit aussi spontané, on va dire, dans sa radio? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça le sera un jour. Ouais. Si c'est pas gommé. Mais regarde, Tsunoda aujourd'hui, il est en F1. Ouais. Oui, mais est-ce qu'on lui fait confiance pour monter plus haut? Est-ce que c'est la radio qui fait qu'on ne lui fait pas confiance pour monter plus haut? C'est le débat du jour, je crois. Non. Passons tout de suite au débrief. Isaac ne change rien, je sais que tu nous regardes, notre ami. Le débrief, les amis. On a commencé à parler de Roy Nissany. Parlons un petit peu de choses sérieuses, quoique, parlons de Formule 1. La Formule 1, bien sûr, et le résultat à l'arrivée de ce Grand Prix donc d'Australie qui se tenait à l'Albert Park de Melbourne. On regarde tout de suite le classement avec tout simplement la 37e victoire de Max Verstappen en carrière. Il ne s'était jamais imposé à Melbourne, c'est la première fois dans sa carrière, lui qui s'est désormais imposé sur 23 circuits différents. Red Bull n'avait pas gagné depuis 2013, ça y est, ils ont mis fin à cette série noire. Premier podium aussi également de Hamilton en 2023. Alonso, Stroll dans le top 5, premier point pour Norris, Piastri et Hülkenberg, ainsi que pour Zhou et Tsunoda.
voilà, vous le voyez, il y a eu du grabuge en tout cas dans ce classement et dans cette course tout simplement. Premier enseignement justement, parlons du chaos les gars. Le chaos du côté de Melbourne et cette question, est-ce que ce chaos était évitable? Alors je vous ai listé les différents moments chauds, les momentum on va dire de cette course, mais on va se focaliser tout particulièrement sur l'abandon de Magnussen et la décision dans un premier temps de sortir la safety car, puis de sortir le drapeau rouge. D'ailleurs, je dis qu'on va se focus là-dessus. Est-ce que vous êtes opposé, avant que je vous pose toutes les autres questions, mis à part le drapeau rouge suite à l'abandon de Magnussen, est-ce que les autres décisions vous ont choqué? Que ce soit la safety car après Leclerc, le drapeau rouge après la sortie d'Albon, la virtuelle après Russell, je pense qu'on ne va pas en parler, et on ne parlera pas bien sûr du drapeau rouge après Ocon et Gasly. Disons qu'il y a 10 ans, on n'aurait eu aucun drapeau rouge. Et on aurait fait les tours sous voiture de sécurité. Et c'est vrai que sur le coup, même pour Albon, tu penses? Sur le coup, j'étais sacrément surpris par la voiture par le drapeau rouge du coup sur Albon. Après, il y a des justifications. Encore une fois, on n'est pas. C'est facile de venir 24 heures après en parler. Mais dans un monde où on est en 2005 ou en 2010, il n'y aurait pas forcément eu un drapeau rouge. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où... Mais on est en 2023. Oui, c'est ça. Et il s'est passé des trucs méga graves en F1 depuis en fait, ces années-là. Qu'on parle de Bianchi, qu'on parle de Uber en F2, qu'on parle même du Japon l'année dernière. En fait, je pense que... Il y a certes cette notion de on va refaire un départ lancé, du coup ça donne du spectacle. Parce que qu'est-ce que te dit le. Moi, je te parle vraiment sur au-delà, parce qu'on va revenir sur Magnussen, j'ai plusieurs questions à vous poser là-dessus. Sur les autres décisions, est-ce qu'il y a des choses qui te choquent? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord? Non. La dernière, oui, mais les autres, non, parce que c'est la philosophie actuelle de la F1. Je ne pense pas qu'on ait fait ça pour le spectacle à ce moment-là. On l'a fait parce que, en fait, il y a un danger, on va sortir une grue et que du coup, on doit arrêter la course. On ne l'aurait pas fait à l'époque, certes, mais là... En fait, le truc, c'est que si on le fait pas, on va avoir des critiques dans l'autre sens. Genre, mais la FIA est inconsciente. Et là, si on le fait, on va se dire, si on va se dire, mais la FIA ne respecte plus son sport et change beaucoup trop. Donc, les deux points de vue sont. Alors, juste une parenthèse F2. On parlait tout à l'heure de Nissany. Le crash de Nissany, puis derrière dans la foulée, quasiment au même endroit, le crash de Fittipaldi. C'est pas drapeau rouge, c'est voiture de sécurité. Il y a des grues sur la piste. Alors qu'il y a des grues sur la piste. Donc, c'est vrai qu'il faudrait avoir. Mais c'est pas la même directrice de course, c'est une directrice de course. Ouais. Si on reprend donc le fait majeur, on va dire, de tout ce chaos, et notamment donc cette interruption de course, drapeau rouge à la suite de l'abandon de Magnussen, moi j'ai plusieurs questions les gars à vous poser là-dessus, et on donnera bien sûr l'avis des pilotes, parce que vous allez le voir, ils ont été assez prolixes en interview après la course. Est-ce que la direction de course justement a voulu privilégier le spectacle ? Est-ce que le drapeau rouge après l'abandon de Magnussen était pour vous en tout cas justifié par rapport à ce que la FIA a expliqué après la course ? Aurait-il fallu opter pour des départs lancés? Et surtout, est-ce qu'en F1, une course peut terminer sous safety car? Parce qu'on est à ce moment-là à 3 tours de l'arrivée. On sait que la FIA et les écuries se sont entendus pour ne pas terminer les courses sous régime de safety car. C'est ce qui nous avait malheureusement valu aussi également l'épisode Abu Dhabi 2021. Bref, quand on prend et quand on liste toutes ces questions et qu'on les adapte au cas Magnussen, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce chaos? En fait... Je comprends la volonté de ne pas terminer sous SC ou même sous drapeau rouge, hein. Mais il y a un moment donné, et on en parlait après Monza, puisque Monza s'est terminé sous safety car, ou je ne sais plus s'il avait relancé. Oui, si, tout à fait. Où en fait, la dramaturgie de l'événement ne doit pas prendre le pas sur la réalité sportive. Et je pense que, au vu de la façon dont la F1 veut se vendre, il y a une part non omissible de spectacle qu'elle veut intégrer foncièrement à son organisation sportive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le règlement, et je pense que même si on n'est pas d'accord avec ça, il va falloir s'y faire, va être adapté. Et les formats, tout ça, vont être adaptés pour que la F1 soit quelque chose de vendeur. Et à partir de là, il faut se dire que sportivement, le sport va changer. Enfin, vraiment, on va devoir s'adapter au fait qu'on va réavoir des courses sur un tour. Pourtant, ça n'a jamais été l'esprit du sport. Le sport, la vraie règle dit, c'est quoi ? 58 tours. Point barre. Si il y a un événement au 56e, l'événement est de même importance qu'au 45e, ou qu'au 25e, ou qu'au 10e.
Donc, on ne doit pas prendre des décisions différentes si l'événement se passe au 54e tour. En l'occurrence, est-ce que si l'accident de Magnussen avait eu lieu au 35e tour, on aurait pris une décision différente? Moi, je pense que oui. Ben, je suis pas sûr. Ah bon? Je suis pas sûr parce que le drapeau rouge est sorti à tort et à travers sur cette course. Est-ce que l'accident de Magnussen provoque une situation plus dangereuse en piste que celui de Charles Leclerc? Ben, je pense que oui. Donc, pour le coup, ça justifie l'écart SC drapeau rouge. Leclerc, on est sur une évacuation de voiture. Magnussen, il faut aussi nettoyer la piste. Et Albon, c'est pareil. Carbone, Et le mur aurait été Bakou. touché. Donc, moi, Rappelez-vous de Bakou quand il y a la crevaison de, je crois que c'est Verstappen, je crois, Ouais, qui tout à fait. crève. il y a drapeau rouge. Non, mais il crève parce qu'il y a un morceau de carbone. Ça peut aussi coûter et ça peut potentiellement être dangereux pour les pilotes. Donc, est-ce que. En fait, et tu pointes le nœud du problème, aujourd'hui, on n'a pas de règles claires. En fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir un règlement avec écrit noir sur blanc dans quel cas de figure on utilise la voiture de sécurité virtuelle, dans quel cas de figure on va utiliser la voiture de sécurité et dans quel cas de figure on utilise le drapeau rouge. Et il faut que ce règlement, nous, on soit capable de l'appliquer. Oui. Il faut qu'un rhinocéros ou qu'un singe ou qu'un âne soit capable d'appliquer ce règlement. À partir du moment où on a clairement établi à quel moment, quel événement nécessite une voiture de sécurité virtuelle, une voiture de sécurité ou un drapeau rouge, là, on ne sera plus dans la polémique de se dire est-ce qu'ils ont mis ce drapeau rouge pour le spectacle ou pour la sécurité des pilotes? Et puis, ils sont en train de dénaturer le concept de voiture de sécurité, j'ai l'impression. Parce que tu as le sentiment que si c'est pas grave, ce sera une VSC. Si c'est grave, ce sera un drapeau rouge. Mais que la fenêtre d'utilisation de la voiture de sécurité, de par ce côté, il faut évacuer une voiture, il y aura des gens en piste, jurisprudence Bianchi, il y aura une grue. En fait, on ne peut pas contrôler le comportement des monoplaces, même si elles sont sous safety car. En fait, s'il y a un mec qui sort sous safety car, on l'a vu avec Russell à Imola, on l'a vu avec Bianchi au Japon, on a vu des mecs faire les têtes à queue sous safety car, on a vu, je sais plus qui, j'ai plus souvenir en tête, mais au Brésil, défoncer la portière de la safety car en se ratant. En soi, la safety car n'est pas garante que tout se passe bien. La safety car, juste, elle a ralenti tout le monde. Et au vu du fait qu'on est dans le protectionnisme absolu maintenant par rapport au fait tu as de parlé dire... de course sous la pluie, là. Hein. Tous les exemples que tu as donnés. Ben alors justement, c'était pas le cas hier. est-ce qu'il ne faut pas écrire que en fait, une safety car est remplacée par un drapeau rouge au moment où on est sur une course sous la pluie parce que les pilotes n'ont plus l'intégralité du contrôle de leur monoplace. Mais en même temps, ils sont censés l'avoir, en fait, ce contrôle. En fait, à quoi sert la voiture de sécurité? Aujourd'hui, plus grand-chose. Non, mais pour moi, elle sert avant tout, initialement, ou même aujourd'hui, elle sert avant tout à laisser le temps d'évacuer la piste ou le temps d'agir sur la piste pour nettoyer la piste, mais elle laisse surtout le temps au commissaire. C'est pour ça qu'on ralentit les voitures et qu'on les met dans un peloton. Si effectivement, dans ces cas-là, aujourd'hui, on décide d'offrir plus de temps à ces commissaires et qu'on met un drapeau rouge, c'est vrai que la voiture de sécurité, elle sert à rien. Tout à l'heure, tu parlais du drapeau rouge et de la volonté aujourd'hui de multiplier les drapeaux rouges. Depuis entre 2000 et 2017, on a eu 20 drapeaux rouges. Donc en 17 ans, 20 drapeaux rouges. Et c'était grave. En gros, on est quasiment sur du 1 drapeau rouge par an. Depuis 2020, 17 drapeaux rouges. Ouais, donc autant. C'est fou. Autant en 3 ans, en 3 ans, en 2 ans, ouais, en 3 saisons et quelques, qu'en 17 saisons. Oui, mais c'est un changement de philosophie, de mentalité qui est... Mais le problème, c'est qu'on nous le vend pour la sécurité, alors qu'en fait, il est beaucoup fait pour le spectacle aussi. Alors, c'est l'avis justement des pilotes. Regardez les pilotes qui sont montés au créneau. On a le patron du GPDA, notamment George Russell, qui est monté au créneau, qui a dit ceci. Je pense que le drapeau rouge après le crash d'Albon n'était pas du tout nécessaire. Alors lui, il parle vraiment du crash d'Albon. Il y avait manifestement beaucoup de gravier sur la piste et sur la trajectoire. Nous avons vu bien pire dans le passé. Cela rappelle la décision prise la semaine dernière en Arabie Saoudite lorsque la voiture de sécurité est sortie, alors que Lance Stroll était totalement hors du circuit. Du patron de la GPDA, touchons un mot aussi également sur le patron de la F1 depuis 2021, qui lui aussi est monté au créneau, Max Verstappen. Je ne pense pas que nous avions besoin de ce deuxième drapeau rouge, là concernant l'abandon de Magnussen. On aurait pu mettre une voiture de sécurité virtuelle ou une voiture de sécurité au pire, ça aurait fait l'affaire. Si nous avions eu une voiture de sécurité et un départ lancé, nous n'aurions pas eu tous ces accidents et on aurait eu une arrivée normale. Ils ont donc créé les problèmes eux-mêmes. Et puis, il y a le troisième meilleur pilote de l'histoire de McLaren, aussi également qui s'est exprimé, Lando Norris. Le but de chaque drapeau rouge, on dirait que c'est juste pour faire du show. C'est moi qui conduis la voiture et j'ai l'impression que j'aurais pu être malchanceux sans raison. J'aurais pu facilement me cracher avec Hülkenberg à la fin, avec tous ces gens hors piste. Voilà pourquoi il y a eu des embardées soudaines.
les gars, quand même, on va pas faire les perdreaux de l'année, ni on va être dans la pudeur de gazelle. Moi, j'ai quand même l'impression, et je vous relance là-dessus une dernière fois, que après Magnussen, on met le drapeau rouge parce que on sait très bien que le temps de nettoyer la piste, etc., on va finir sous régime de safety car, et que ça, c'est quelque chose que la F1 ne veut pas accepter. Les écuries, comme la FIA d'ailleurs. Moi, je trouve que les deux choix se défendent, drapeau rouge ou safety car. Sous un aspect sécuritaire, j'entends. Je comprends qu'on veuille évacuer, on veuille que tout le monde rentre pour virer les débris, parce qu'il y a un pneu en piste, parce qu'il a tapé le mur, parce qu'on veut vérifier peut-être aussi que le mur est toujours apte à encaisser si jamais il se passe quelque chose. Donc sécuritairement parlant, ça se comprend. Et que la safety car sorte, ça se comprend aussi, parce que effectivement, la situation n'était pas un chaos absolu à ce moment-là. Donc là, ça se comprend. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui me gêne, c'est qu'on utilise l'argument sécuritaire pour créer du spectacle et que les règles qui sont faites pour la sécurité soient désormais des armes pour la FOM et la FIA pour créer quelque chose d'artificiel. Et il y a un paradoxe qui vient se mêler à ça, c'est que la FOM crée un règlement de réduction des coûts pour au final créer des restarts qui mènent quasiment tous à des casses de tous les côtés et du coup à mettre les écuries en péril. Puisque financièrement, ce qui s'est passé au deuxième restart, ça coûte des millions d'euros. En fait, les deux Alpines sont mortes. On a eu, je sais plus ce qu'on a eu exactement, mais encore une fois, on a terminé à 12 avec 3 restarts. Ça crée des risques. Pour rien, t'as des mecs qui auraient pu perdre leur position alors qu'ils ont fait toute la course comme ça, juste parce que on a décidé la FIA envoie des carapaces bleues aux leaders en fait en faisant ça. C'est juste on remet tout à plat pour essayer de masquer le fait que pour le moment cette révolution n'amène pas à une hiérarchie égalitaire entre tout le monde dans le sportif. Donc j'ai un sentiment effectivement qu'on se moque de nous sur le côté. Non mais on utilise la sécu et au final on refait un restart comme ça. C'est un argument d'autant plus plausible que sur le crash de Kevin Magnussen, moi c'est ce qui m'a choqué, on a mis 1 minute 11 entre le moment du crash de Magnussen et le moment du drapeau rouge. Ça veut dire que la zone de l'accident, il y avait un drapeau jaune, mais on a mis 1 minute 11 pour décider d'arrêter la course alors qu'on avait une voiture arrêtée près d'une zone de dégagement et qu'on avait un pneu sur la piste. 1 minute 11. Donc je pense qu'en 1 minute 11, parce que ça arrive au 54e tour, à peu près, à 3 tours de la fin. 54e tour, si ça arrive au 12e tour, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'on est beaucoup plus réactif. Là, il y avait je dis pas qu'ils l'ont fait pour le spectacle. Il y a une réflexion avant, genre qu'est-ce qu'on fait, parce que ça va déterminer la fin de la course. Exactement. Complètement. Exactement. Et je pense que on doit aussi faire fi de cela et que si tu dois sortir la voiture de sécurité après 10 secondes, et d'ailleurs ça amène à notre débat, ce qui s'est passé notamment avec George Russell, parce qu'il y a eu voiture de sécurité puis drapeau rouge sur l'accident d'Alex Albon. Tu as George Russell et Carlos Sainz qui entrent au stand parce qu'il y a voiture de sécurité et après les règles elles changent parce que tu mets un drapeau rouge et du coup ça offre un arrêt gratuit à tous les autres pilotes et dans ces cas-là tu as Russell et Carlos Sainz qui se font un peu avoir dans cette histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de règlement à avoir dans ce moment-là? Enfin, il y a plein d'évolutions en tout cas à faire au niveau réglementaire, au niveau de la sécurité, au niveau aussi de l'équité, parce que encore une fois, est-ce qu'on doit changer? Alors tant mieux, ça a permis notamment à Pierre Gasly de remporter le seul Grand Prix de sa carrière, mais en étant totalement honnête, moi en tout cas ça me pose problème de voir qu'on peut changer de pneus sous régime de drapeau rouge, tout en sachant qu'il y a des pilotes qui ont fait un choix juste avant et qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Ça nous dit aussi, peut-être cet épisode-là, après Abu Dhabi, on s'était posé la question, est-ce qu'il aurait fallu terminer cette course sous safety car pour qu'elle soit le plus juste possible? Est-ce qu'il aurait fallu sortir le drapeau rouge et lancer un restart? Ou est-ce qu'il aurait fallu faire ce que Michael Masi a fait? Quelque part, à l'époque, on pouvait défendre cette idée de drapeau rouge pour les deux ou l'unique dernier tour, etc. En fin de compte, moi je te dis, vraiment, cet épisode en train de me faire penser que le mieux c'est de terminer sous safety car parfois pour avoir un résultat qui soit le plus juste Abu Dhabi possible. 2021 nous prouve une chose. Abu Dhabi 2021 nous prouve qu'on n'a pas pris en compte la considération qui à ce moment-là était un titre de championnat va se jouer sur 1 tour, sur 2 tours, sur 3 tours, puisqu'on a mis voiture de sécurité. Mais si on voulait offrir ont la même valeur. Oui, c'est ça. Si on voulait offrir à peu près l'équité, on aurait pu mettre à l'époque un drapeau rouge, tu mets tout le monde à plat, et puis tu te dis, cette décision, je la prends parce qu'il y a un titre qui est en jeu, qui va jouer sur 3 tours. Si à ce moment-là, on n'a pas fait ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur une fin de course du 3e Grand Prix,
on décide de mais peut-être qu'on va pas finir sous voiture de sécurité parce que pour le spectacle, parce que pour Max Verstappen, pour le Fernando Alonso, pour... Et puis, dans l'aspect psychologique des pilotes, ces drapeaux rouges à répétition, en fait, ça crée une tension qui est déjà mêlée à une fatigue de ce qui s'est déjà passé avant. Et quand on se souvient des dernières courses où on a eu des drapeaux rouges répétitifs, on pense par exemple au Mugello, il y a 2 ans, ça a été un carnage au restart. Chaque restart, ouais. Et Portimao, ça avait fait pareil, non, je crois. Il me semble que ça avait été compliqué aussi. Donc, ça amène du risque en plus de tout ça. Donc, finir sous SC, c'est pas beau. Mais c'est comme ça que le sport, en fait, peut arriver, en fait. Donc, je comprends que la FOM n'a pas envie d'avoir des titres de presse avec marqué un final en eau de boudin, ou trucs comme ça. La FOM et les écuries, hein. Oui. Important de dire que les écuries étaient d'accord avec la FIA. On est tous d'accord que on aimerait que la FIA soit assez maligne pour dire « Oh, par contre, il reste 5 tours, bougez-vous ». Mais en fait, si c'est pas possible, c'est pas possible. Et le drapeau rouge n'est pas là pour satisfaire le spectacle. Le drapeau rouge est là parce qu'il y a un danger majeur en piste et qu'il faut absolument écarter ce danger avant de laisser les 20 pilotes reprendre la course. Un exemple tout con, les drapeaux rouges dans le passé sont 100 fois plus longs en moyenne que les drapeaux rouges actuellement. Les drapeaux rouges longs actuellement, c'est souvent ceux qui sont dus à la météo. Mais les drapeaux rouges qu'on a aujourd'hui dus à des accidents, ils durent 20 minutes. C'est-à-dire qu'on fait rentrer tout le monde. On répare le mur de pneus. Et encore, on évacue juste des fois par la monoplace. C'est même pas forcément réparer le mur. C'est juste évacuer une monoplace. J'ai l'impression qu'avant, un drapeau rouge, c'était qu'il y avait un problème structurel en piste qui faisait que, attendez, on peut pas reprendre là comme ça. Et tout le monde sortait de sa monoplace, enlevait son casque, sa cagoule. Là, en fait, 98, là, t'as 1 heure d'interruption. Oui, là, ils le font, mais en fait, pour remettre tout de suite, c'est des drapeaux rouges. Il y en a qui restent dans la voiture. Hein. Mais c'est un quart d'heure de drapeau rouge, c'est 20 minutes. Et puis avec cette procédure, et on voit bien que ça n'a pas de sens, où on attend 10 minutes avant de reprendre. Mais au moment où ils décident qu'il faut attendre, que c'est dans 10 minutes, c'est déjà tout prêt. Ça veut juste bien dire qu'en fait, ces 10 minutes-là, c'est des minutes de sécurité qui sont dues à un truc, à une, comment dire, à une situation qui est beaucoup plus grave d'habitude. Et là, on l'utilise vraiment à des fins, oui, de spectacle, effectivement. Les gars, avançons avec le deuxième enseignement. Parlons de Mercedes. C'était la belle surprise, en tout cas, de ce week-end. Mercedes qui était la deuxième force, vraisemblablement, ce week-end, alors qu'ils n'ont pas amené d'évolution, alors qu'une Mercedes B est prévue à Imola. Toto Wolff l'a encore confirmé après la course hier. Le premier podium de Lewis Hamilton en 2023. Il y a cette manœuvre agressive sur Verstappen au premier tour. Je sais qu'elle vous a plu parce qu'elle nous a trop souvent manqué en 2021. Même Fernando Alonso a dit qu'il a fait un travail incroyable. Lui, Lewis Hamilton a expliqué qu'il était toujours déconnecté de cette voiture, qu'il se sentait chanceux en tout cas de ce résultat. Lewis Hamilton qui n'a pas été pénalisé après une relance de safety car où il avait laissé plus de 10 voitures derrière la safety car. Et puis, c'était pas le jour aussi également de George Russell qui a pourtant été étincelant ce week-end, qui était à 3 dixièmes de Verstappen en qualif, qui avait réalisé le départ parfait en prenant la tête au deuxième virage. Lui qui a été d'abord piégé par le premier drapeau rouge, celui après l'abandon d'Albon, tu l'as bien expliqué Hamza. Et puis surtout l'ombre des casques moteurs parce que c'est venu ruiner sa course, mais c'est pas le premier moteur Mercedes qui casse quand même dans cette saison. Et il peut y avoir, je pense, de l'inquiétude du côté des Allemands. Bref, Mercedes vous a ravi, j'imagine, les gars. Enfin, ravi, vous n'êtes pas les supporters de Mercedes, mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même la bonne surprise de ce week-end. Ça nous a ravis de voir potentiellement quelque chose lutter, en fait, à mon avis. Ça va pas durer longtemps, mais voir que Mercedes, et globalement tout le monde, était à peu près, était pas à 1,5 seconde de Red Bull ce week-end. Et que du coup, sur un mauvais départ de Max Verstappen, d'ailleurs qui a eu du mal sur 2 des 3 départs, le néerlandais, il y avait match en fait sur le fait d'aller devant. Après, de tenir devant, effectivement, dès qu'il y avait du clean air, la Red Bull est plus forte, point barre. Mais dès que Verstappen attaque aussi. Dès que Verstappen attaque, parce qu'effectivement, il est à 50% depuis le début de la saison. Néanmoins, l'Albert Park, par ses conditions, parce qu'il faisait beaucoup plus doux qu'à Jeddah et qu'à Bahreïn, c'est des conditions qui ont favorisé l'émergence du potentiel de la Mercedes. 70% d'humidité, 17 degrés,
nuageux, c'est les conditions qu'ont créé la pole de Russell en Hongrie, c'est les conditions qu'ont créé la victoire de Russell au Brésil. Donc, cette Mercedes aime ces conditions qui sont très, très tempérées et qui sont rares en F1. On a souvent quand même des grosses chaleurs en F1. Et là, effectivement, la Mercedes était à l'aise. Quand tu regardes les on-board de Russell comparés à ceux de Verstappen en qualif, on sent que Russell a beaucoup plus de marge sur la fenêtre d'utilisation de ses gommes, qu'il y a beaucoup moins de sous-virage, que la voiture est plus stable. Verstappen, il fait beaucoup d'erreurs sur le week-end. Et je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas pu utiliser la Red Bull à son plein potentiel, puisqu'ils étaient un petit peu sur des œufs. L'idée, c'est quand même de ramener les 25 points. Et par contre, la Mercedes a atteint un genre d'optimum sur ce genre de circuit. Donc, quand tu vois l'agressivité que pouvaient avoir les pilotes Mercedes sur les inscriptions dans les virages et tout ce que n'avait pas la Red Bull, eh ben oui, ça fait que l'écart s'est un peu gommé. Après, il ne faut pas se mentir, Albert Park, c'est un circuit particulier. Oui, je sais, on n'a que ça depuis le début de saison, mais résultat circonstanciel, a dit Toto Wolff. Oui, quand on a posé la question après la course. Et ça ne sera pas tous les week-ends comme ça. En revanche, et on fait que de dire ça depuis des années, quand le week-end est là pour le faire, ils le font. Alors effectivement, il y a ce problème moteur pour George Russell, mais en attendant, Lewis Hamilton, il va chercher une P2. Il va chercher une P2 qu'il a réussi à défendre sur Fernando Alonso, en sachant que l'Aston Martin est censé être au niveau, voire meilleur que la Mercedes. Il a défendu sur Fernando Alonso en ne lui permettant pas de revenir dans la zone DRS. C'est-à-dire qu'à un moment, Fernando Alonso a amélioré son meilleur tour, je crois, de plus d'une demi-seconde. Et il a fait pareil. Hamilton a tout de suite réagi. Ouais. Et il était en capacité, en mesure de le faire. Donc il a fait une grosse course de défense et George Russell ne pouvait rien faire de plus. Sinon, ils auraient fait 2 et 3. La vérité, elle est là. Donc, clairement. Alors, avec la voiture de sécurité et avec le drapeau rouge, avec des signes, on refait le monde. S'il n'y avait pas le drapeau rouge, le premier drapeau rouge, Russell aurait pu être le grand gagnant et il aurait pu gagner la course. Et il ne faut pas jamais oublier que Alonso est dans la zone DRS de Hamilton lorsque Russell casse son moteur. Et donc, du coup, ça offre une sorte de sursis à Lewis Hamilton qui, derrière, par contre, déroule et. Moi, je compte j'aurais quand même compté sur eux pour optimiser ce résultat. Et si c'est pas 2 et 3, ça aurait été 2 et 4 et ça aurait quand même été le meilleur résultat de la saison. Lewis Hamilton fait un podium, c'est le premier à choper un podium hors Red Bull plus Alonso, en l'absence de Sergio Perez. Sincèrement, je suis pas sûr que ce soit lui sur lequel on aurait misé en début de saison pour aller chercher ce podium. Je pense sincèrement Ferrari. Rouge, oui. Je pense sincèrement au Ferrari. Je vous rappelle que Leclerc est à 6 points quand même. Nico Hülkenberg. Je le ferai plus tard. Je trouve que quand c'est optimisé parfaitement, le package à Melbourne, et ils n'auraient pas pu faire mieux. C'est juste dommage que cette casse moteur de Russell apparaisse là où ils sont forts. Ça serait apparu à Bahreïn, ça aurait eu beaucoup moins de conséquences. Là, Mercedes aurait pu reprendre l'avantage sur Aston Martin au championnat et s'inscrire en deuxième force du championnat. Aujourd'hui, ils ont juste créé le matelas sur Ferrari, alors qu'ils méritaient quand même mieux hier, je pense. C'est le premier abandon de George Russell depuis qu'il est arrivé chez Mercedes, abandon mécanique. On se souvient de Silverstone où en plus il aurait pu repartir suite au crash de début de course. Alors je sais pas trop quoi penser honnêtement de la course de Mercedes, parce que c'est vrai qu'on entend, et je rejoins un peu ce que disent tous les autres pilotes finalement, ou en tout cas ceux qui ont été interrogés sur le sujet, c'est qu'à les écouter, les pilotes, et à écouter même Toto Wolff, on a l'impression que cette écurie a une monoplace qui est en grande difficulté à tel point qu'elle ne serait pas capable de se qualifier en Q3. George Russell, on va pas dire qu'il se bat pour la pole, mais presque. Il est à 3 dixièmes, c'est énorme. Enfin, c'est pas grand-chose. Et on se retrouve dans une situation entre 2 et 3, ouais, t'as raison. Où même en course, encore une fois, avec la stratégie, malheureusement, il y aura ce regret. Alors, de toute façon, il y a cette casse moteur, mais il y aura quand même ce regret de ne pas savoir, sans le drapeau rouge, ce que cette stratégie aurait pu donner, parce que je suis persuadé que Russell aurait pu peut-être chercher mieux qu'une deuxième place dans des circonstances qui lui auraient été peut-être favorables. Après, il y a un écart avec Red Bull qui reste important. Je pense qu'on l'a vu, parce que c'est vrai que sur le rythme de course, j'ai vu que Red Bull avait une moyenne de 2 dixièmes plus rapide que les autres écuries sur ce week-end, ce qui n'est pas grand-chose. C'est 6 fois moins que le week-end d'avant quand même. Maintenant, je tiens aussi à signaler que sur un secteur, le troisième secteur, Max Verstappen
a pris 1 seconde 9 à Lewis Hamilton. Lorsqu'il le dépasse, Ouais, c'est énorme. il lui colle 1 seconde 9 en un secteur, secteur 3. Même Une s'il est deux seconde fois le 9 en- DRS. Mais bon, c'est Bah, quand le même troisième énorme, secteur, en fait, le troisième secteur débute à un moment où il n'a que la dernière zone DRS. Donc, c'est-à-dire qu'avec une zone DRS, sachant qu'il avait déjà dépassé, Mhm. il lui colle 1 seconde 9. Il passe, lorsqu'il le passe, il est dans une zone DRS. Mm. Ensuite, tu as le pif-paf. Et il a une le DRS, deuxième. ouais. il a- ouais, il a- Le il a 9, une virage deuxième- 9, virage 10. Et là, tu as le DRS où il était déjà devant. Mais bon, Oui, ça DRS, ça fait n'explique pas pas. 1 seconde 9. Max Verstappen qui expliquait à la fin de la course justement qu'il n'avait pas poussé sur sa voiture, ou en tout cas qu'il avait fait des différences uniquement au moment où il avait poussé. Rien à rajouter, messieurs, sur Mercedes? Petite- Mini question, moi. Est-ce qu'on considère que le fait que Russell s'arrête est une erreur de stratégie? Bien sûr que non. Bah, ou non. Vous considérez vraiment? Tu veux Non. dire qu'ils auraient dû sentir Sentir le drapeau qu'il rouge. y aurait la Ils sont possibilité d'un trois à drapeau s'être rouge? ils sont trois uniquement. T'as à deux s'être voitures à arrêtés. gérer à ce moment-là, n'oublions jamais ça aussi. Oui, ils sont trois à s'être arrêtés et uniquement trois. Mm. Et en fait, moi, quand je vois le crash d'Albon, je comprends il va y que avoir. 17 pilotes ne se soient pas arrêtés. Mm. Donc, je me pose la question juste. Après, effectivement, de toute façon, Russell, il Est-ce qu'on c'est ne net dans retiendra la pas course, ce qu'a mais- dit d'abord Hamza, c'est-à-dire que la règle Oui, bien est sûr, bien peut-être sûr. injuste avant de s'en prendre bien sûr à Mercedes et Oui, à oui. Ferrari d'ailleurs. Mais dans juste- le cas de juste- Sainz. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à changer au niveau de ce règlement parce que tu te retrouves dans une situation où tu es puni Mm. alors que logiquement, j'ai envie de te dire, tu passes d'un accident directement à un drapeau rouge. Tu mets pas une voiture de sécurité sur un tour il ou se un passe tour et plus de demi. 2 minutes. Et puis après, tu mets un drapeau rouge. Ouais. C'est vrai que là, enfin, moi, je pourrais pas en vouloir ni à Ferrari d'avoir arrêté Carlos Sainz, ni à, je crois que c'est Haas qui arrête Kevin Magnussen, Ils ni sont à trois, Mercedes ouais. d'arrêter George Sainz, Russell. Russell, Ils sont Magnussen. trois, mais ils sont trois qui auraient pu être aussi gagnants de cette, Clairement. de cette voiture de sécurité. Juste petit point stat. Lewis Hamilton, podium, 17e saison de Septième suite saison. avec un podium, et on a le podium le plus, j'allais dire le plus cher de l'histoire en tout cas, Titré. le plus titré de l'histoire, mais aussi avec le palmarès le plus élevé. Donc les 11 titres mondiaux, 172 victoires, C'est énorme. 373 podiums entre Verstappen, Hamilton Et et quasiment 1000 Fernando courses, non Alonso. Il va y avoir quelque chose comme C'est 1000 c'est courses. peut-être un peu le petit bonbon de 2023, c'est de voir des batailles Alonso-Hamilton. Ces dernières années, lorsqu'ils se sont croisés, ça nous a quand même toujours régalé. Hier, il y avait quand même une certaine émotion de Il n'y a pas eu de bataille, c'est dommage. Et c'est Il y a une bataille quand même. distance. Il n'y a L'autre pas eu de essaie de bataille rentrer- roue non, mais contre oui, roue, je vois ce que tu veux dire. moi je considère que c'est une lutte. bataille, bien Bien sûr, évidemment. Moi, je trouve que cette course, elle a été étrange quand même. Ah oui, bien sûr, on est d'accord. En fait, tout le monde était prêt, mais il n'y a pas d'attaque possible. Quand tu vois que Gasly était dans le DRS de Sainz, mais non. Quand tu vois que Sainz était pas loin de Alonso, mais non. Et puis mine Et- de rien, s'il n'y a pas le drapeau rouge, enfin s'il n'y a pas l'accident de Kevin Magnussen, la course, elle est comme une course à Melbourne habituellement finalement. Ah, une fois C'est-à-dire que que, Verstappen on a- a pris la tête, oui. Voilà, c'est on a pas un train, on a Mm. des trains DRS éventuellement avec des pilotes qui se suivent mais qui peuvent pas trop se dépasser. C'est vrai que si on n'a pas cette fin de course complètement folle, on a une course normale à Melbourne. Mais moi, je considère que Hamilton-Alonso, c'était une vraie lutte sur ce qu'on a vu. Course normale, oui et non, parce qu'en fait, la piste est tellement verte, il y a tellement peu de fenêtres de performance des pneus, qu'en fait, on a eu énormément d'événements, entre guillemets, de mecs qui se sortent, de mecs qui font des erreurs. Même Verstappen s'est sorti, alors qu'il était leader tranquillement au dernier virage. Il s'est sorti dans l'herbe. Magnussen, il fait pas une erreur, c'est juste que son train arrière il glisse. gars. La piste était particulière quand même. On perd du temps là. Si vous voulez Vas-y, parler, excuse-moi. si vous voulez parler absolument d'Hülkenberg un petit peu plus tard dans cette émission, il faut qu'on C'est lui avance. qui veut. Il faut qu'on parle de Ferrari parce que je vous connais, vous avez déjà utilisé beaucoup de salive et là je sais que vous avez Sur Roy Nissany aussi. vous allez vous mettre sur le mélange riche. Vous allez vous mettre sur le mélange riche pour parler de Ferrari, le zéro pointé, le désastre sans fin déjà pour Charles Leclerc, deuxième abandon en 3 courses. Un incident de course, disait la FIA après cette touchette avec Lance Stroll, lui qui n'a pas bouclé donc un seul tour à Melbourne, le pire début de saison de ma carrière, disait-il à l'arrivée de cette course. Et puis il y a Sainz pénalisé et désabusé, on y revient dans un deuxième temps avec déjà le premier drapeau rouge qui a ruiné sa stratégie. Il avait un bien meilleur rythme de course quand même à Melbourne. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite? On semble avoir trouvé en tout cas des réglages intéressants sur la voiture numéro 2 de chez Ferrari. Et puis le crash avec Alonso, est-ce que la pénalité était méritée? On le verra avec les propos tout à l'heure, on en parlera. Ouvrons déjà sur Charles Leclerc. Désastre les gars, catastrophe industrielle on peut le dire. Un désastre, c'est le terme qu'il a employé lui. Oui, c'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets. Mais surtout qu'en plus, j'ai l'impression que du côté des observateurs, des gens qui lui parlent, il y a une négation de la réalité en mode c'est quand même chiant pour le titre ce qui se passe.
Mais vous êtes con, comment ça se passe là? Là, J'ai pas compris, en fait. J'avais pas compris là. Pas compris. Il a 6 points, mais c'est pas le problème qu'il ait 6 points. C'est juste que tu as 6 points avec cette perf-là. La voiture, elle joue pas le titre. Là, il faut optimiser parce qu'il faut terminer deuxième au championnat. Il faut terminer devant Aston, il faut terminer devant Mercedes. Et il faut absolument qu'ils fassent une saison comme ils ont fait en 2021 où ils plaçaient les deux monoplaces tout le temps. Là, c'est ça la cata. Et on le disait en preview, on sera beaucoup plus clément avec Ferrari si la monoplace est moins bonne mais qu'ils optimisent leur performance plutôt que s'ils refont comme l'année dernière. Bon, bah là. Je ne dis pas qu'ils refont comme l'année dernière, pour le moment on n'a pas de problème de stratégie particulièrement, mais simplement les week-ends ils sont gâchés, ils sont tout le temps gâchés, que ce soit par une péna, que ce soit par un problème de fiable. Que ce soit par les pilotes, parce que Charles Leclerc il est responsable de ce qui s'est passé. Il est totalement responsable. Il va falloir aussi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine indulgence vis-à-vis de Charles Leclerc, parce qu'il est chez Ferrari et que Ferrari a beaucoup fauté ces dernières années. Oui, Ferrari a beaucoup fauté ces dernières années. Lui aussi, il a beaucoup fauté. Mais Charles Leclerc va falloir à un moment aussi ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il est responsable de pas mal de situations litigieuses ou de pas mal de crashs. Ce qui se passe avec Lance Stroll, moi je veux bien. Alors oui, c'est un incident de course, c'est un incident de départ. Mais est-ce qu'il a besoin tout de suite de fermer la porte? Parce que même lui, dans ses éléments de langage, il arrive à faire passer des messages. Quand c'est lui qui est responsable, désormais, j'ai l'impression, alors qu'avant il le disait, c'est moi le responsable. Là, il est énervé. Là, il est plus dans un dépit où s'il veut charger Ferrari, il va glisser des sous-entendus. S'il veut charger Carlos Sainz, c'est ce qu'il fait samedi, il va glisser des sous-entendus parce que il s'est passé quelque chose samedi en qualification. C'est que Charles Leclerc en zone mixte laisse sous-entendre que Carlos Sainz l'a gêné sur son tour qualif. Ce qui se passe, c'est que Carlos Sainz, au moment du tour de préparation, on lui dit, alors je ne sais pas si les deux avaient 2 tours de préparation, ou s'il y en a un qui devait faire un tour de préparation et l'autre 2, mais en tout cas, à la fin de son premier tour de préparation, on dit à la radio de Carlos Sainz, Carlos, tu vas donner l'aspiration à Charles Leclerc. Sainz, il n'est pas convaincu parce qu'il dit et il répond, à Melbourne, c'est compliqué de faire ça, mais il le fait. Donc il donne l'aspiration à Charles Leclerc sur la première ligne droite, il donne l'aspiration à Charles Leclerc sur la deuxième ligne droite, et il s'écarte au virage 4. À ce moment-là, il s'écarte, et Charles Leclerc, il laisse sous-entendre que mais le tour, s'il est raté, c'est parce que Carlos Sainz s'est écarté à cet endroit et que ça m'a donné du dirty air, comme on dit en anglais. Je sais que l'anglais. De l'air perturbé. De l'air perturbé, si tu préfères, de l'air sale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, soit la stratégie, elle est décidée en amont. Dans ce cas-là, Charles Leclerc, il était au courant, et soit Carlos Sainz n'a pas fait le travail en s'écartant à cet endroit, soit Charles Leclerc, il est hypocrite dans sa communication, soit ça a été total, c'est une stratégie qui a été inventée à la dernière minute par Ferrari, et là, on retombe dans les travers. Mais Charles Leclerc, il n'est pas blanc comme neige dans cette histoire, et quand je dis dans cette histoire, je parle surtout... L'accrochage avec Stroll. Et pas que de l'accrochage avec Stroll, mais des situations depuis plusieurs mois maintenant. Mais surtout... L'année dernière, on l'a vu avec une voiture qui avait le potentiel d'être championne du monde. Et du coup, on s'attendait à ce que le niveau du pilote s'adapte à cette attente-là, en fait. Moi qui adore Charles Leclerc, comme ça au moins c'est clair et net. Ah bon et comme ça, je savais pas. Non, mais comme ça, au moins, on saura si je suis objectif ou pas dans ce que je dis. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui devient de plus en plus flagrant et déceptif. C'est qu'il a aucunement la complétude d'un Max Verstappen pour lutter à l'heure actuelle. Il est bourré de talent, tout pareil. Il peut être exceptionnel, mais sur 23 courses, il n'a pas montré qu'il savait le faire. Il y avait certes des circonstances Ferrari qui lui a rongé mentalement en fait plein de trucs parce qu'ils l'ont fait ruiner des courses. Mais en attendant, la France, il la met tout seul dans le mur. Certes, peut-être à cause de trop de communication radio, mais il la met tout seul dans le mur. Imola, c'est lui qui surpilote. Monaco, à chaque fois quand il veut remonter, c'est lui qui surpilote. Dès qu'il est trop loin pour remonter et pour faire des éclats, c'est lui qui surpilote. Comme là, l'Autriche 2020, il y en a quand même un paquet des exemples. Et oui, c'est la faute de Ferrari dans beaucoup de moments. Mais effectivement, comme le dit Hamza, Leclerc est très souvent fautif. En tout cas, plus que ce qu'on veut bien l'imaginer en se disant... Pauvre Charles Leclerc, il ruine sa carrière à côté des branquignoles que sont Ferrari. Et que s'il était chez Mercedes ou Red Bull, ça ne se passerait pas pareil. Je suis désolé, pour le moment, en fait, lui-même n'est pas à 100% de ce qu'il peut être pour être un World Champion matériel. Il a tout le talent pour le faire, mais il y a
trop de pastilles qui ne vont pas. Concernant Carlos Sainz maintenant. Alors justement, il y a quand même un conducteur. J'ai un truc à te montrer. Ah bon, Regarde j'ai cru pour que Carlos t'avais Sainz. Non, regarde. direct, pardon. Regardons, ouvrons un petit peu justement ce dossier Carlos Sainz avec notamment les propos rapportés des principaux intéressés. Il y a l'accusé d'avoir percuté son idole, Carlos Sainz. Je pense que c'est la pénalité la plus injuste que j'ai vue de ma vie. Alors avant de venir vous parler, j'ai dû prononcer quelques gros mots. Voilà pour les propos de Carlos Sainz. Ensuite, il y a la victime qui est quand même amie avec l'accusé, Fernando Alonso. La pénalité est trop sévère car dans le premier tour, il est toujours très difficile de juger du niveau d'adhérence et je pense que nous n'allons pas intentionnellement, je vais y arriver, percuter une autre voiture. Parfois, vous vous retrouvez dans des endroits où vous ne souhaiteriez être. Ça fait partie de la course. Je n'ai pas bien vu la rediffusion, mais pour moi, c'est trop dur. Et il y a les explications, in fine, du législateur, du juge, la FIA, qui dit ceci. Carlos Sainz est entièrement responsable de cette collision, malgré le fait qu'Alonso était significativement devant lui au premier virage. Il a pris trop de vitesse et a percuté Alonso. Nonobstant le fait qu'il s'agissait d'un incident au premier tour, nous avons considéré qu'il y avait suffisamment d'écart pour que Sainz prenne des mesures afin d'éviter la collision. 5 secondes de pénalité, c'est sévère ou pas, les gars? Non. Oui. Mais parce que tu regardes la conséquence et qu'il sort des points. Mais en soi... Regarde pas que ça. Attends, Alonso, la déclat qu'il fait... Son pote. Non, mais Alonso, Ouais, c'est son pote. moi je vais pas prendre en compte ce que dit fait- Fernando Alonso, parce que Fernando Alonso, si c'était Hamilton, il aurait pas dit ça. Ouais, non, clairement. mais c'est même pas quelqu'un- ça. quelqu'un C'est même d'autre. pas ça. C'est qu'en fait, si on reprend pas le classement avant le départ, qui dit jamais ça. Et Ouais, c'est ça mais dure une il est là le course. problème. C'est qu'en fait, on arrive dans une situation où il y a un 57e tour de course. D'accord? Donc le 57e tour, pardon, il y a cet accrochage. Et puis, on décrète, à tort ou à raison, le règlement semble être respecté à ce moment-là, mais on décrète que le 57e tour, finalement, il a eu lieu, mais n'a jamais existé. Donc, factuellement, on a eu ce 57e tour, mais en termes de classement, il n'a jamais existé, puisqu'on va revenir au classement. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu ce que j'appellerais, mais c'est aussi le règlement, la jurisprudence Silverstone 2022, où toutes les voitures, là, en l'occurrence aucune, n'a franchi le premier secteur. Donc, quand aucune voiture ne franchit le premier secteur, on revient au classement du départ. Maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu reviens à un classement du départ, tout en sachant que tu as 4 pilotes qui ont abandonné, De Vries, Sargent, Ocon, Gasly. Tu reviens dans une situation où, effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas de conséquences, et j'ai toujours été le premier à dire qu'on ne juge pas l'acte selon les conséquences, et donc qu'on ne sanctionne pas selon les conséquences. Mais tu te retrouves aussi dans une situation où, en fait, cet incident n'a jamais existé. Imaginons, on est dans la fiction, l'aileron avant de Fernando Alonso est en plus fracassé. Drapeau rouge, le tour n'a jamais existé, tu changes l'aileron de Fernando Alonso, il repart troisième. Donc en fait, j'ai l'impression c'est un peu comme une personne qui est de mauvaise foi, qui, par exemple... Toi, tu es en train de me dire que le tour, il a jamais... Tu es en train de me dire que la situation n'a jamais existé, c'est moi qui ai de mauvaise foi. Non, je ne parle pas de ça, je parle de la personne en général. Quand une personne est de mauvaise foi et qu'elle veut défendre son beefsteak, par exemple, elle va sortir des arguments qui vont aller dans son sens, mais elle va volontairement omettre les arguments qui n'iraient pas dans son sens. Bah là, j'ai l'impression que c'est pareil. Ça veut dire que ce qui arrange à ce moment-là le législateur, c'est de dire, finalement, ce tour n'a jamais existé, puisqu'on va remettre tout le monde au même endroit, mais on va quand même sanctionner Carlos Sainz. Logan Sargent, il n'a pas été pénalisé pour ce qu'il a fait à Nick De Vries. Pourquoi? Parce que les deux pilotes ont été abandonnés. Ce que fait Sargent en étant dernier me semble bien plus problématique sur un départ de course que ce qu'a fait Carlos Sainz. Carlos Sainz, il est responsable de ce qui s'est passé. Attention, je ne suis pas en train de le dédouaner. Par contre, à partir du moment où c'est le cas aussi depuis quelques années, où on a décidé d'être un peu plus clément sur les départs de course et sur les premiers tours de course, moi je considère que c'est un incident de course qui a une conséquence sur Fernando Alonso, mais à partir du moment où tu décrètes que ce tour n'a pas existé, la pénalité me trouve extrêmement sévère. Ouais, en attendant, Carlos Sainz avait dit que George Russell était fou au moment où, à Austin, il lui fait exactement la même. Il y a une différence. Laquelle? C'est que le tour a existé. Arrête. Bah, excuse-moi, le tour a existé. Mais en fait, ça veut dire quoi, le tour a existé? La manœuvre, elle est là. En fait, on va reprendre la course. Le tour a existé, tu veux dire comptablement, factuellement? Enfin, en fait, je viens de t'expliquer. Le tour, factuellement, il existe puisqu'on a un 57e tour, mais le tour n'existe pas parce qu'on a remis tous les pilotes dans l'ordre du classement. Donc, alors, avant l'incident. Donc, si il se passe une Grosjean 2012, Belgique,
qu'il y a 3 pilotes qui manquent de crever parce qu'un mec fait n'importe quoi au départ, du coup, il prend pas de sanction derrière? Est-ce que c'est une situation dangereuse, ce qu'a fait Carlos Sainz? C'est pas une situation dangereuse, mais en attendant, c'est une manœuvre qui... en fait, le truc, c'est que si Alonso peut pas repartir, tu fais quoi? Le tour a pas existé. Bah, il a existé, c'est ce que je dis tout à l'heure. En fait, il a existé. Tu veux juger la conséquence là? Mais dans ces cas-là, c'est exactement ce que je dis tout à l'heure. La conséquence. De Vries et Sargent, même si tu me dis manifestement que quelqu'un qui est dernier, qui a tout le monde devant lui, qui va justement, prendre un autre pilote, c'est pas grave après tout. Mais c'est pas que c'est pas grave, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus simple de sentir le point de freinage quand tu es devant, parce que tu as moins de monde qui va freiner n'importe comment. Parce que en fait, tu crois que le point de freinage c'est le même quand tu pars dernier que quand tu pars quatrième? Pas Absolument du tout. pas. C'est vrai, et que Carlos Sainz, il a le champ libre devant lui au moment où il fait ça. Logan Sargent, il suit De Vries et il est surpris par il est le moment où il y a le freinage. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Carlos Sainz à ce moment-là, peut-être que ses pneus ne sont pas en température et à ce moment-là c'est lui le responsable. Peut-être dans la zone où il y a moins d'adhérence qu'à l'extérieur. Mais encore une fois, je trouve extrêmement sévère dans le sens où on ne va pas pénaliser tous les fautes. Parce que dans ces cas-là, on sanctionne tout. Dès qu'il y a un accrochage, on vient sanctionner. Sargent n'a pas été sanctionné sur De Vries. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Sainz l'est. Ok. Et bien voilà, fin de ce troisième enseignement. Bravo les gars, on aura été fait une très belle course en plus, parce qu'on reste focalisé sur cette. On en a parlé, le rythme de course était assez mais le rythme de course est l'un des meilleurs. Alors Brice, lors de la conf, a trouvé des circonstances atténuantes, donc il n'y a pas de problème. Mais je veux voir Leclerc sur ce rythme de course un jour. J'en ai marre de voir que ça. Pour ça, faudrait pas qu'il se crache. Je suis d'accord. Ça me saoule. On peut dire qu'il a progressé sur son rythme de course, qui était quand même le problème sur les 2 premiers grands prix de cette saison. Toujours pas attaquer une Aston et une Mercedes. Et ils auraient trouvé aussi également des réglages qui lui conviendraient un petit peu mieux. Donc, est-ce que c'est de bon augure? Justement, c'était la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que c'est de bon augure que Alpine quitte la livrée rose pour revenir à sa livrée traditionnelle? Parce que cette fin, en tout cas, d'aventure, la vie en rose, c'est vraiment mal terminé dans un mur, en tout cas, malgré le fait que la course avait été très solide. Gasly qui était en Q3, Ocon qui avait échoué aux portes justement de la Q3. Les voitures qui avaient un gros rythme, Ocon le disait, on était plus proche d'Aston et de Mercedes que sur les 2 précédents Grands Prix. Ils se sont quand même battus avec Sainz, je pense bien sûr à Pierre Gasly pour la 4e place. Il y a eu le coup de poker aussi également d'Esteban Ocon qui a été gâché par le premier drapeau rouge lorsqu'il a très vite chaussé les hards dans cette course après la safety car, notamment provoquée par l'abandon de Charles Leclerc. Et puis il y a ce crash. Alors un crash, mais pas de clash. Ne rentrons pas dans le sensationnel, les amis. Ils ont été pris au piège, bien sûr, de ce 3e départ arrêté. Gasly qui glisse, qui sort et qui vient fermer côté là où Ocon voulait passer. Un incident de course selon FIA. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Alpine parce que pas de pénalité pour les 2 pilotes, mais surtout pas de retrait de points pour Pierre Gasly, à qui on sait il reste 2 points sur sa super licence. Il doit tenir jusqu'au Grand Prix d'Imola pour surtout ne pas être sanctionné et suspendu. C'est quand même des trop gros points de perdu. Je crois qu'ils étaient P5 au restart Gasly, P10 pour Esteban Ocon. Une affaire de gros sous aussi, on en a parlé un petit peu plus tôt avec le budget cap et de gros dégâts, et une grosse facture à l'arrivée de ce Grand Prix d'Australie pour Alpine. Et puis je disais, ne rentrons pas dans le sensationnalisme, il y a une communication positive post-Grand Prix. On les a vus bras dessus, bras dessous, patati patata. Ils faisaient la gueule, bien évidemment. Mais la bonne entente, nous dit-on, du côté d'Alpine est toujours là. Les gars, 2 Alpines au tapis, c'est quand même un énorme gâchis pour l'écurie française ce week-end. Ouais, c'est un énorme gâchis, mais il faut retenir le rythme. Oui. Faut retenir le rythme. Quand tu vois qu'Ocon, il a le potentiel d'aller faire un top 5 avec Gasly sur ce week-end, que potentiellement ils peuvent finir tous les 2 devant Perez. Là, vraiment, c'est bien. C'est vraiment bien. Avoir perdu, du coup, 16 points. Oui, c'est chiant, parce qu'en vrai, quand tu es à ce stade-là du classement, 16 points, c'est l'équivalent de quasiment un doublé pour Red Bull. Donc, oui, il fallait mettre ces points-là, et c'est ultra dommage. Maintenant, je pense qu'il y a tellement à retirer de positif de cette course à Melbourne, sur le rythme que l'Alpine a pu afficher, qu'il faut se baser là-dessus et continuer de travailler là-dessus. Du coup, si ça a été circonstanciel pour tout le monde, Hamza, on a parlé de Ferrari, on a parlé de Mercedes, et pourquoi ça ne le serait pas pour Alpine? Ça l'est pour Alpine. Ça l'est, mais il faut... le gâchis que tu gardes en premier, non? Oui, mais il faut identifier les forces qui ont été celles d'Alpine sur ce week-end. Elle n'a jamais été au niveau depuis le début de saison. C'est la première fois qu'elle l'est. Comprenons pourquoi. Essayons de piger pourquoi et basons-nous là-dessus pour travailler pour que ça aille bien derrière. C'est infiniment regrettable, mais je pense que les 2 pilotes, à partir du moment où ils ont pris le recul sur les choses, se sont dit écoute,
c'est arrivé parce que concrètement, on s'est pas vu. À cause d'un restart, on était tous en tension et que moi, j'avais une 4e place à aller chercher, à savoir Pierre Gasly, qui du coup a été ruiné par Carlos Sainz, puisque ça met Alonso en toupie et que Gasly doit contourner. Donc Carlos Sainz crée ça aussi. Hein. Pas sûr, mais okay. Esteban Ocon qui derrière veut aller chercher une trajectoire extérieure en ne se disant pas que Gasly justement n'aura pas les pneus pour tenir cette trajectoire-là. En fait, l'incident, c'est un incident de course. Il n'y a aucun débat là-dessus. Pour moi, les deux sont fautifs des tourderies en fait à ce moment-là, mais il n'y a pas vraiment de fautifs. Vraiment, retenons le fait que cette Alpine avait le potentiel d'être au-dessus du plafond de verre dont on a parlé tout l'hiver. Le plafond de verre aujourd'hui, pour moi, c'est pas Red Bull, Aston, Mercedes, Ferrari et les autres. Le plafond de verre, à mon sens, aujourd'hui, c'est Red Bull. Et derrière, c'est Aston, Ferrari, Mercedes, Alpine, même As. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trop peu d'écart entre certaines écuries pour qu'on ne puisse pas se dire que l'Alpine peut aller jouer à des moments comme ceux-ci, des podiums, des 5e places, des 4e places, et potentiellement aussi, du coup, se mettre dans une lutte qui ne les concernait pas l'année dernière. On ne parle pas de faire 5e contre McLaren, contre As ou contre Alfa Romeo. On parle peut-être de jouer la 4e place à Ferrari ou à Aston ou à Mercedes selon comment ça évolue. Donc pour moi, ce genre de week-end, ils sont super positifs à développer parce qu'on s'est rendu compte que l'Alpine n'est pas menottée à cette 5e place au championnat. Elle a peut-être le 5e rythme. En attendant, elle a les armes pour aller faire des coups d'éclat qu'elle n'avait pas l'année dernière. Ils ne l'ont pas fait là. C'est dommage. Il ne faudra pas faire ça à tous les Grands Prix. En attendant, il y a un potentiel de malade mental, je trouve, dans cette voiture. Alors, j'aime beaucoup déjà une partie de ta réflexion. Tu dis que As a le même rythme peut avoir éventuellement ou aspirer à avoir le même rythme qu'Aston Martin, Mercedes. Ça promet pour Nico Hülkenberg. Je dis ça, je dis rien. Plus sérieusement, c'est vrai que en termes de rythme, la voiture de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon a été extrêmement performante. En rythme médian sur l'ensemble de la course, Gasly, c'est le 4e meilleur rythme. Alors, il avait souvent le train DRS. Il avait beaucoup de monde. Pas toute la course, mais il avait le DRS la plupart du temps, notamment sur Carlos Sainz. Ça ne lui a pas permis de dépasser la Ferrari, mais ça lui a permis de rester en contact. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris par ce qu'a proposé Alpine, par ce qu'a proposé Pierre Gasly. Et moi, j'ai un immense regret, vraiment. Comme toujours dans ce type de course, au-delà de l'accrochage, c'est de ne pas savoir ce que la stratégie d'Esteban Ocon aurait pu donner. Non. Parce que alors, j'ai l'impression que personne n'a pas compris ce qui s'était passé. C'est des drapeaux rouges aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le premier drapeau rouge. Lui il dit qu'il avait le rythme pour faire P3, P4 à ce moment-là. C'est vrai que c'est une stratégie qui aurait pu être une stratégie de génie. C'est pas le seul à l'avoir fait. Ça aurait été Pérez aussi. Quand tu t'arrêtes au premier tour, en fait, c'est la stratégie d'Albon en 2022 où il termine dans les points, il s'arrête au premier tour et il fait un relais de 57 tours avec les durs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je le vois s'arrêter, je me dis, non, mais il y a un truc énorme à aller chercher. Et malheureusement pour lui, il y a ce drapeau rouge qui vient condamner un peu sa course. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du GP, je suis rassuré sur un circuit particulier, mais je suis rassuré quand même par ce qu'a proposé Alpine et par ce qu'ont proposé les deux pilotes. Après, si tu veux aller chercher Ferrari, il va falloir mettre les points quand eux ne les mettent pas. C'est là, moi, je retiens beaucoup plus le gâchis, si tu veux. Après, je suis d'accord avec vous sur le positif du rythme, etc. Mine de rien, à Bahreïn, le rythme a été positif pour Gasly. À Jeddah, il y avait des motifs de satisfaction. C'est dommage que les points aient été perdus. Il y a un truc très rapidement sur l'accrochage. Alors, incident de course, incident de départ. Mais j'entends à droite à gauche qu'on essaie de faire plus passer la responsabilité sur Ocon que sur Gasly. Et moi, ça me dérange parce que, encore une fois, incident de course, pour moi, il n'y a pas vraiment de responsable. Mais s'il y a une responsabilité à placer un peu plus chez l'un que chez l'autre, pour moi, elle est à Gasly. Enfin, sur Gasly, pourquoi ? Parce que Gasly, il revient en piste. Déjà, il revient en piste, alors peut-être qu'il ne maîtrise pas totalement son véhicule, mais il revient sur la piste comme s'il était tout seul, en fait, à ce moment-là. Il ne prend pas l'information, c'est à lui de prendre l'information. On me dit, oui, mais Ocon, il passe à droite, oui, mais Ocon, il passe à droite parce qu'il ne peut que passer à droite. Après, si vous voulez qu'il s'arrête, que tout le monde se gare et qu'on laisse Pierre Gasly revenir en piste tranquillement, moi, ce n'est pas ce que j'appelle la Formule 1. À un moment, il y a Pierre Gasly qui revient sur la piste. Il revient sur la piste
de la gauche vers le milieu, vers la droite. À aucun moment, il prend l'information, peut-être parce qu'il était en train de lutter avec son véhicule, avec sa monoplace. Mais il en glisse. Mais à ce moment-là, encore une fois, s'il y a une responsabilité, elle est beaucoup plus à mettre sur Pierre Gasly que sur Esteban Pour Ocon. faire un parallèle, c'est exactement la même situation qu'on a vu en Feature Race entre Victor Martins et Théo Pourchaire. Victor Martins passe Théo Pourchaire au premier virage, il est en difficulté à l'intérieur du premier virage. Théo Pourchaire le passe à l'extérieur et Martins ne va pas en fait se redécaler pour reprendre la trajectoire idéale. Il sait qu'il y a Théo à ce moment-là et que du coup il a plus de motricité. La motricité, Esteban Ocon l'avait et je pense que c'est pour ça qu'il s'est dit à un moment donné je vais pouvoir passer. Mais oui, Pierre Gasly a trop élargi. Après, encore une fois, il y a deux écoles. Il y a il a fermé la porte ou il a forcé. Et du coup, que doit faire, en fait, dans cette, que doit faire Esteban Ocon? Mais tu sais, dans nos débats, on ne peut pas régler ce qui est irréglable, à savoir les erreurs humaines comme celle-ci. Et pour le coup, je pense que Pierre Gasly, à un moment donné, il a juste évité Alonso, il est revenu et qu'à un moment donné, il n'a pas vu Ocon dans son rétro. Ça doit être l'histoire d'une demi-seconde. Et qu'Esteban Ocon, à ce moment-là, il se dit oh putain, il y a une opportunité. Et à partir du moment où il est lancé, il est trop tard. Mais en fait, pas être bloqué. Là, dans ton argumentation, tu dis il y a une opportunité. Mais moi, en fait, je le vois même pas comme ça. Je vous invite à regarder la caméra embarquée des deux pilotes. En fait, il peut freiner. Quand on voit Esteban Ocon, lorsque Gasly revient, il n'a pas d'autre choix d'y aller. Après, maintenant, encore une fois, si tu veux qu'il s'arrête, dans ces cas-là, mettons le tapis rouge et. Ce que disent les détracteurs, c'est qu'ils disent en fait Ocon aurait dû lever le pied c'était son coéquipier et jouer la sécurité. Toujours facile aussi à dire après coup. Oui, mais évidemment, c'est vrai que là, on parle sur des prises de décision en dixième de seconde. Faut pas nous jouer le Formula One 2022 où en fait, t'es toujours pied planché. Il y a un moment donné, il y a une situation devant toi. Si tu peux pas faire autrement que soit forcer. Il me semble qu'il y a un règlement aujourd'hui qui te dit, et Isaac Hadjar a été sanctionné pour ça, quand tu reviens sur la piste, il faut le faire de manière safe. Oui, bien sûr. Vettel avait été sanctionné. Oui, mais attends, en fait, d'accord, mais Ocon, il peut aussi se dire que. Enfin, c'est pas parce qu'en fait le mec fait pas bien les choses que lui doit dire je suis dans mon bon droit, j'accélère comme un sourd. À ce moment-là, en fait, tu préfères quoi? Tu préfères t'incliner ou éviter l'accident? C'est une question de sémantique. On est d'accord que les deux sont fautifs. Et que c'est une question de sémantique de savoir à qui tu mets 60% de la responsabilité, à qui tu mets 40%. Et il n'y a pas une responsabilité claire et établie, et c'est très bien qu'il n'y ait pas de pénalité liée à ça. Et Ocon, il avait le rythme de Pérez lorsqu'il n'avait pas de personne devant lui, dans le clean air, l'air propre. L'air propre, donc, exactement, non perturbé. Les gars, regardons très rapidement le classement à l'arrivée de ce Grand Prix de Melbourne, le classement des pilotes, classement des constructeurs avec Max Verstappen qui fait quand même la superbe opération, qui reprend un petit peu plus le large sur son coéquipier Sergio Pérez. Hamilton se rapproche d'Alonso. Est-ce qu'on aura ce duel, en tout cas tout au long de la saison 2023? On notera que Charles Leclerc a autant de points, tu le disais tout à l'heure, que Nico Hülkenberg. C'est 14 points d'écart avec Carlos Sainz. Puis bon, le classement des écuries, on voit aussi également que l'écart se creuse entre Ferrari et Aston Martin et Mercedes. Surtout ça, c'est assez impressionnant. Et surtout, tu disais tout à l'heure les points ou le rythme, c'est positif et tout, etc. McLaren est devant Alpine, les gars. C'est quand même assez extraordinaire. En une gâchis. En une course, exactement. Ouais. Très rapidement, parce qu'on a bien évidemment dépassé. Hülkenberg, c'était le coup de cœur de ce week-end. C'était notamment le coup de cœur de M. Brice Germain et c'était sur Winamax TV. Je n'étais pas de ceux qui étaient le plus ravis de le voir revenir. Nostalgiquement, oui, mais moi, Hockenheim 2019, ça m'a tué. Ouais. Je me suis dit, on a fait le tour. Ça fait quand même, c'était un mec qui faisait 10 ans qu'il était là. Il avait fait une pole au Brésil en 2010. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'était un pilote moyen. Et comme Vasseur nous l'avait dit au Grand Prix de France, j'ai des gros regrets sur Nico Hülkenberg parce que pour moi, c'était un des futurs talents. Ça, c'est le postulat pré-saison. Quand je le vois revenir, il me fait la même impression que Magnussen m'a fait la dernière sur Mick Schumacher, sauf qu'il me l'a fait sur Magnussen. C'est pas pareil quand même. Oui. C'est-à-dire que Mick Schumacher, je me suis dit, c'est un bon pilote, il poutre Nikita Mazepin. Magnussen, je me suis dit, purée, pourquoi il est parti de la F1? Il poutre Mick Schumacher. Et là, je vois Nico Hülkenberg arriver. Alors, l'intérimaire le mieux payé du monde, parce que quand même, il a roulé ses monoplaces un petit peu l'année dernière. Mais quand même, 3 ans sans vraie saison complète, il se pointe en perf pur. Ça reste quand même le même Nico Hülkenberg que Vasseur a amené chez Hart en F3 et qui était majestueux. Il lui manque ce truc en course qui fait que ça deviendrait un top pilote et qui pourrait aller dans une top écurie et que c'est trop tard pour lui. Quoique Sergio Pérez, on a bien vu que c'était pas trop tard. Mais en qualif, purée, c'est une de ses valeurs sûres, je trouve. Et
son retour est vraiment ultra gagnant avec Haas. Certes, là, c'est plus simple à piloter qu'il y a 2 ans, et Magnussen en profite aussi. Mais c'est un vrai choix, je trouve, de garantie qu'a fait Haas pour essayer de refigurer un peu plus haut au classement. Et je suis très content de voir Nico Hülkenberg performer à ce point-là. Je pensais que Magnussen serait devant. Et c'est pas tout le temps le cas, loin de là. L'extrait, bien sûr, d'excellente émission Pole Position qui est à retrouver samedi sur Winamax TV. Vous voyez la petite vignette ici. Leclerc Ferrari, trop gentil pour gagner, point d'interrogation. On en parle avec Lucas par les fins. T'as 1 minute, mon cher Hamza, pour conclure cette émission et nous parler de Hülkenberg. Qu'est-ce que j'avais lu, qu'est-ce que j'avais entendu T'as entendu une phase dans ce passage qui... J'ai entendu beaucoup de choses. Ouais. Lorsque Nico Hülkenberg a été choisi par Haas, et effectivement, aujourd'hui, je suis ravi de le voir, de le retrouver en Formule 1. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses de la part de notre ami Brice. Et c'est vrai que... En fait, tu l'avais adoré, toi, en F3, par exemple. Ce que dit Brice, c'est intéressant, et c'est un peu ce que dit tout le monde. Ce que dit beaucoup de personnes, c'est qu'il y a des... j'ai l'impression que ce pilote, il n'est pas forcément estimé à sa juste valeur. On parle d'un pilote qui a performé, au-delà de ses expériences en jeune, arrive, première saison, pole position à Interlagos. À ce moment-là, moi, j'ai un coup de cœur pour ce pilote. Il colle plus d'1 seconde sur une trajectoire séchante. Comme Maldonado, tu veux dire à Vettel, etc. Et puis, on se retrouve dans une situation où Nico Hülkenberg, c'est celui qui aurait dû... On rappelle qu'il aurait dû signer, à plusieurs reprises d'ailleurs, chez Ferrari, mais que c'était que le plan B. On rappelle, je crois que c'est Niki Lauda qui l'avait dit, qu'il aurait dû signer chez Mercedes si Hamilton, septuple champion du monde, 6 titres chez Mercedes. Si Hamilton, à l'époque, avait refusé Mercedes, c'est Nico Hülkenberg qui aurait été choisi. Je suis pas en train de dire, justement, je suis pas en train de dire qu'Hülkenberg aurait eu 6 titres. Je suis en train de dire qu'Hülkenberg, on pourrait aujourd'hui parler d'un champion du monde, d'un double champion du monde, d'un triple champion du monde. Et il faut en avoir conscience dans l'analyse aujourd'hui que l'on fait de ce pilote, qui est malheureusement moqué parce qu'il y a cette statistique, c'est le pilote qui a disputé le plus de Grands Prix sans avoir signé de podium. Mais en fait, Hülkenberg, il a la carrière qu'aurait pu avoir peut-être Sergio Pérez, ou Sergio Pérez à la carrière qu'aurait pu avoir Nico Hülkenberg, ou Nico Rosberg à la carrière qu'aurait pu avoir Nico Hülkenberg. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments dans sa carrière qu'il a manqué. Je ne suis pas en train de le dédouaner. Tu parlais tout à l'heure de Hockenheim 2019. C'est vrai que c'est un gros regret. Il s'est peut-être lui aussi, par moments, tué à des moments clés. Mais je parle quand même d'un pilote qui, en plus, revient aujourd'hui en Formule 1, un peu comme Kevin Magnussen la saison dernière. Comme Fernando Alonso, il en parlait dans l'équipe. Très bonne interview avec Fred Ferret, où il dit « J'ai quitté la F1 et quand je suis revenu, après ces 2 ans de pause, ça m'a fait un bien fou. Et je prends beaucoup plus de plaisir à piloter, mais aussi l'environnement F1. » Et peut-être que ces pilotes-là, Alonso, Magnussen, Hülkenberg, aujourd'hui, surtout Magnussen et Hülkenberg, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils ne devaient pas revenir en Formule 1. Ils reviennent en plus chez une Haas qui est beaucoup plus compétitive qu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est que du bonus. Et on se retrouve dans une situation où Hülkenberg, il fait Q3 à Bahreïn, Q3 en Australie, 10. 11e en qualif, je parle, en Arabie Saoudite. Il disait qu'il allait chaque 2 semaines à Maranello pour aller tourner sur simulateur. C'est un pilote qui travaille, c'est un pilote qui performe, et je suis vraiment ravi et j'espère vraiment, ça semble loin, mais j'espère qu'il aura un podium d'ici la fin de sa carrière, parce que c'est un pilote extrêmement talentueux. Je vous invite encore à écouter l'ITV de Frédéric Vasseur, où il dit que le plus gros regret de sa carrière, c'est Nico Hülkenberg. Et le podium, il n'est pas passé loin, en tout cas ce week-end, s'il n'y avait pas eu la décision de la FIA. Les amis, c'est la fin de ce débrief. Le programme pour mercredi, très rapidement, on va se poser la question de savoir si Red Bull a construit la meilleure voiture du 21e siècle. Rien que ça. Et puis on parlera MotoGP, bien sûr, avec Margot. Merci de votre attention. Merci les gars. À mercredi pour continuer à parler de tout ça.